J'ai découvert que le fiancé de ma sœur avait déjà commandé des meubles pour mon chalet avant même que j'accepte le mariage. Je n'aurais jamais pensé écrire ici, mais j'ai besoin d'un peu de recul sur une situation qui me ronge depuis des semaines. Je suis Lucas, 29 ans, et je possède un chalet dans les montagnes à environ 3 heures de l'endroit où vit la plupart de ma famille. Ce n'est rien de luxueux, juste un endroit avec 2 chambres sur 2 hectares avec une vue correcte sur la vallée, mais c'est à moi. Je l'ai acheté il y a 2 ans après avoir économisé pendant près d'une décennie, et c'est devenu mon sanctuaire contre le stress de mon travail d'ingénieur logiciel en ville. Ma sœur cadette, Sophia, 25 ans, s'est fiancée il y a 6 mois à son petit ami, Marc, 27 ans. Ils sont ensemble depuis 2 ans, et honnêtement, j'ai toujours pensé que Marc était un type bien, même s'il est un peu passif. Quand ils ont annoncé leur fiançailles lors d'un dîner de famille, tout le monde était ravi. Mes parents ont immédiatement commencé à parler des lieux et de l'organisation, et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Sophia a mentionné qu'elle avait toujours rêvé d'un mariage à la montagne. Les yeux de ma mère se sont illuminés et elle a immédiatement suggéré mon chalet. Ce serait parfait, s'est-elle exclamée. Une propriété familiale, de belles vues et tellement intime. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, Sophia criait de joie, parlant déjà de guirlandes lumineuses et de composition de fleurs sauvages. Je tiens à être clair, j'aime ma sœur. En grandissant, nous étions compétitifs mais proches. Elle était l'enfant chéri, major de promo, bourse complète pour l'université, fiancée à un avocat, tandis que j'étais le calme qui a mis 5 ans pour terminer ses études d'informatique. Mais j'ai travaillé dur, j'ai vécu frugalement, et ce chalet représente tout ce que j'ai accompli par moi-même. Quand j'ai accepté avec hésitation de les laisser utiliser le chalet pour le mariage, Sophia m'a serré si fort que je ne pouvais plus respirer. « Tu es le meilleur frère du monde », a-t-elle dit. Mais ensuite, elle a commencé à parler de rénovation. Elle voulait repeindre l'extérieur, améliorer la terrasse, installer une piste de danse permanente et créer une suite nuptiale dans la chambre principale. Quand j'ai suggéré que cela semblait être des changements majeurs pour un événement d'une journée, elle a ri et a dit « Eh bien, cela augmentera la valeur de ta propriété. » Marc m'a pris à part plus tard et a mentionné qu'il couvrirait les coûts de toutes les améliorations. Cela semblait raisonnable, mais quelque chose ne collait pas. Quand j'ai posé des questions sur le calendrier, Sophia a dit qu'ils auraient besoin d'y accéder à partir de 3 mois avant le mariage pour les préparatifs. 3 mois semblaient excessifs, mais mes parents me traitaient déjà de généreux et de merveilleux, et je ne voulais pas paraître égoïste. La semaine dernière, ma cousine Emma, 31 ans, qui travaille comme agent immobilier, est venue me rendre visite. Elle voulait voir le chalet car elle en avait beaucoup entendu parler. Pendant que nous prenions un café sur la terrasse, j'ai mentionné les plans de mariage. L'expression d'Emma a changé immédiatement. 3 mois d'accès, des rénovations majeures. Lucas, Sophia a-t-elle mentionné autre chose à propos du chalet? Je lui ai dit que Sophia avait fait des blagues à ce sujet, disant que ce serait son lieu d'anniversaire et qu'elle et Marc aimeraient y passer chaque anniversaire. Emma a posé sa tasse de café si fort qu'elle a fait un bruit sec. Lucas, j'ai besoin que tu écoutes très attentivement. Est-ce qu'elle ou Marc t'ont demandé de signer quoi que ce soit? Des accords concernant le mariage ou les rénovations? Mon estomac s'est noué. J'ai admis que Marc m'avait envoyé un accord simple sur les rénovations que son ami avocat avait rédigé juste pour protéger tout le monde. Je ne l'avais pas encore signé, mais j'avais l'intention de le faire. Emma a demandé à le voir immédiatement. Mise à jour 1. Les documents ne manquent pas. Emma a passé 2 heures à lire l'accord que Marc avait envoyé. Son visage est devenu de plus en plus sérieux au fur et à mesure de sa lecture. Finalement, elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, à moitié de la colère, à moitié de l'incrédulité. Lucas, ce n'est pas un accord de rénovation. C'est pratiquement un transfert de droit de propriété. Si tu signais ça, ils auraient le droit légal d'occuper le chalet pendant 3 mois, d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires, et, voici le clou du spectacle, de maintenir des droits d'accès continus à des fins commémoratives. C'est un langage juridique qui pourrait être interprété comme des droits de résidence partielle permanents. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Emma a continué, il y a plus. La façon dont c'est écrit, s'ils établissent une résidence pendant ces 3 mois et apportent des améliorations substantielles, ils pourraient potentiellement revendiquer la possession acquisitive par la suite, surtout s'ils peuvent prouver qu'ils ont entretenu et amélioré la propriété. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il devait y avoir un malentendu.
Sofia était ma sœur. Elle n'essaierait pas de me voler mon chalet, n'est-ce pas? Emma a suggéré que nous fassions des recherches discrètes. Elle avait des contacts au bureau des enregistrements du comté et pouvait vérifier s'il y avait eu des demandes inhabituelles concernant ma propriété. Elle a également recommandé que j'installe immédiatement des caméras de sécurité et que je change mes serrures par mesure de précaution. 2 jours plus tard, Emma m'a appelé avec des informations qui m'ont glacé le sang. Quelqu'un avait en effet fait des demandes concernant ma propriété, en particulier sur les privilèges, l'historique de la propriété et ce qu'on appelle les procédures d'établissement de la location. Les demandes avaient été faites par un cabinet d'avocats, Mox Law Firm. Mais ce n'était pas le pire. Emma avait fait des recherches sur les médias sociaux et avait trouvé le tableau Pinterest privé de Sofia intitulé « Notre maison de montagne ». Il était rempli de plans de rénovation, d'agencement de meubles et d'idées de décoration saisonnière pour mon chalet. Les descriptions parlaient de notre maison d'anniversaire pour toujours et de l'endroit où nos enfants passeront leurs étés. Une légende disait « J'ai hâte de transformer la garçonnière de Lucas en notre refuge familial ». J'ai confronté Sofia le lendemain. Je suis resté calme, je lui ai juste posé directement des questions sur ses plans à long terme pour le chalet. Au début, elle a joué l'innocente, disant qu'elle voulait juste le mariage parfait. Mais quand j'ai mentionné le tableau Pinterest, son comportement a complètement changé. « Tu as fouillé dans mes tableaux privés ?» a-t-elle accusé. « Sofia, c'est ma propriété. J'ai le droit de savoir si tu prévois d'emménager. » Elle a levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, Lucas, ne sois pas si dramatique. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais beaucoup de toute façon. Tu y es quoi? Un week-end par mois. Marc et moi l'apprécierions en fait. Nous en prendrions soin, nous l'améliorerions. Maman est d'accord pour dire qu'il est logique qu'une propriété familiale revienne à quelqu'un qui fonde réellement une famille. L'expression « propriété familiale » m'a frappé comme une gifle. Ce n'est pas une propriété familiale, Sofia. C'est ma propriété. Je l'ai achetée avec mon argent. De l'argent que tu as économisé en vivant à la maison jusqu'à 25 ans, a-t-elle rétorqué, alors que j'ai dû contracter des prêts étudiants parce que je suis allé à l'université. Mais bien sûr, garde ton précieux chalet pour toi tout seul pendant que Marc et moi commençons notre mariage dans un appartement exigu. La conversation a dégénéré à partir de là. Elle m'a accusé d'être égoïste, de ne pas soutenir son bonheur, de toujours devoir la surpasser. Cette dernière accusation m'a stupéfié. Je n'ai jamais essayé de rivaliser avec elle. Au contraire, j'ai toujours eu l'impression d'être à la traîne derrière ma petite sœur qui a réussi. Emma m'a aidé à trouver un avocat spécialisé dans l'immobilier le lendemain. Il a examiné l'accord et a confirmé tout ce qu'Emma avait soupçonné. Il m'a également aidé à rédiger un contrat de location approprié pour le mariage, un jour seulement avec des conditions spécifiques concernant les modifications et la responsabilité, pas de nuitée avant ou après, pas de rénovation sans autorisation écrite, et absolument aucun droit d'accès continu. Mise à jour 2, l'explosion familiale. Quand j'ai présenté le nouvel accord à Sofia et Marc, tout l'enfer s'est déchaîné. Marc a essayé de faire bonne figure, disant que mon avocat avait mal compris leurs intentions, mais Sofia est devenue nucléaire. Elle a appelé nos parents immédiatement, pleurant que je gâchais son mariage et que je la traitais comme une criminelle. Mes parents ont appelé en quelques minutes. Ma mère était déçue que je complique les choses, tandis que mon père a dit que je devrais être honoré que Sofia veuille autant utiliser le chalet. La famille est de la famille, a-t-il dit. Tu ne veux pas que ta sœur soit heureuse. J'ai essayé d'expliquer l'accord original, mais ils l'ont rejeté comme un malentendu. Marc est avocat, a dit ma mère. Je suis sûr qu'il voulait juste que tout soit correctement documenté. Tu es paranoïaque. Emma, que Dieu la bénisse, est intervenue à ce moment-là. Elle a appelé mes parents et leur a expliqué exactement ce que l'accord aurait signifié en termes juridiques. Elle a également partagé ce qu'elle avait découvert concernant les demandes de renseignements sur la propriété. Mes parents ont été choqués, mais ont quand même essayé de minimiser les faits. Peut-être que Marc était juste méticuleux, a suggéré mon père faiblement. La conversation de groupe familial a explosé. Les proches ont choisi leur camp. Certains pensaient que j'étais égoïste avec mon chalet de célibataire, tandis que d'autres disaient que Sofia se sentait tout permis. Ma tante, la mère d'Emma, a souligné que ce n'était pas la première fois que Sofia essayait de revendiquer des choses qui ne lui appartenaient pas. Apparemment, il y avait eu un incident à l'université où elle avait essayé de s'emparer de la voiture de sa colocataire en établissant progressivement des habitudes d'utilisation,
puis en revendiquant une propriété partagée. Sofia a publié un long message Facebook sur les membres de la famille qui ne la soutenaient pas et sur le fait que certaines personnes ne pouvaient pas supporter de voir les autres heureux. Elle ne m'a pas nommé directement, mais tout le monde le savait. Marc a publié un message sur les proches jaloux qui essayaient de saboter leur jour spécial. J'étais prêt à céder. Le drame familial était accablant, et j'ai commencé à me demander si j'étais égoïste. Peut-être devrais-je simplement les laisser avoir le chalet. Emma m'a dissuadé. Lucas, a-t-elle dit, il ne s'agit pas d'un mariage. Il s'agit de respect et de limites. Si tu cèdes maintenant, où cela va-t-il s'arrêter? Elle avait raison. Je suis resté ferme. Je leur ai offert le contrat de location d'une journée ou rien. Sofia a répondu en me désinvitant du mariage et en annonçant qu'ils avaient trouvé un meilleur endroit, un complexe hôtelier coûteux que mes parents devraient maintenant aider à payer. Mise à jour 3, la vérité éclate. 3 mois se sont écoulés. Le mariage a eu lieu sans moi. J'ai vu les photos sur les médias sociaux. C'était beau mes chers. Mes parents étaient froids envers moi, et plusieurs membres de la famille ont cessé de me parler complètement. J'ai passé la plupart des week-ends dans mon chalet à essayer de me convaincre que j'avais fait ce qu'il fallait. Puis Emma a appelé avec des nouvelles choquantes. Elle était à un événement de réseautage professionnel et a croisé un des collègues de Marc. Après quelques verres, le collègue a mentionné que Marc se vantait de son plan génial pour acquérir une propriété de montagne grâce à un positionnement familial stratégique. Il avait apparemment dit aux gens que son beau-frère naïf allait essentiellement lui remettre une propriété de valeur pour le prix de quelques rénovations. Emma a enregistré la conversation. C'est un état de consentement d'une seule partie. Le collègue a poursuivi en disant que Marc avait déjà fait ça, emménager avec la famille d'une petite amie, établir une résidence, puis revendiquer des droits de locataire quand ils se séparaient. Il avait apparemment conseillé Sofia sur la façon de m'approcher, comment faire en sorte que ça ressemble à une simple demande de lieu de mariage tout en jetant les bases d'une revendication plus importante. Je me suis senti mal. Ma propre sœur avait prévu de m'escroquer mon chalet. Mais Emma n'avait pas fini. Elle avait également découvert que Marc et Sofia avaient déjà versé un acompte sur des meubles pour le chalet, avaient programmé des entrepreneurs pour des rénovations, et avaient même envisagé de changer l'adresse postale de certaines de leurs factures à l'adresse de mon chalet, tout cela avant que j'aie accepté quoi que ce soit. J'ai tout transmis à mes parents. Ma mère m'a appelé en pleurant, s'excusant de ne pas m'avoir cru. Mon père était furieux, pas contre moi, mais contre Sofia et Marc. Ils ont confronté Sofia, qui a d'abord tout nié. Mais quand on lui a présenté les preuves, elle s'est effondrée. L'histoire qu'elle a racontée était à la fois pathétique et exaspérante. Marc l'avait convaincu que je ne méritais pas le chalet, que je n'avais pu l'acheter que parce que j'avais profité de nos parents pendant des années. Il avait dit que comme c'était elle qui fondait une famille, elle avait plus de droits sur une propriété familiale. Il lui avait fait croire que prendre le chalet était en quelque sorte juste, une façon de rétablir l'équilibre. Mais ensuite, Sofia a admis quelque chose qui a choqué tout le monde. Elle m'en voulait depuis des années. Non pas parce que j'avais plus de succès, mais parce que j'avais renoncé à la compétition familiale. Alors qu'elle se tuait à être parfaite, note parfaite, petit ami parfait, vie parfaite, j'avais tranquillement suivi mon propre chemin et trouvé le bonheur. Le chalet représentait tout ce qu'elle pensait qu'elle aurait dû accomplir jusqu'à présent. Tu étais censé être l'échec, a-t-elle dit en larmes lorsque nous avons finalement parlé. Tu as à peine obtenu ton diplôme. Tu as vécu à la maison. Tu n'avais aucune ambition. Mais tu es heureux. Tu as ton chalet, ton travail. Tu aimes vraiment ta liberté. J'ai des prêts étudiants, un mari qui me voit comme une opportunité d'investissement, et des parents qui ne m'aiment que quand je réalise quelque chose. Mise à jour 4. Le dénouement. La révélation de la vraie nature de Marc et des ressentiments de Sofia a déclenché une avalanche de conséquences. Dans la semaine qui a suivi la confrontation de nos parents, les fissures dans la relation de Sofia et Marc sont devenues des gouffres. Marc, réalisant que son stratagème avait été exposé, a tenté de limiter les dégâts en imputant tout à la mauvaise communication de Sofia et aux problèmes de jalousie familiale. Il a en fait eu l'audace de m'appeler et de suggérer que nous pourrions arranger quelque chose si j'étais prêt à être raisonnable. Sofia, quant à elle, était en spirale descendante. Elle m'a appelé à 2 heures du matin une nuit, ivre et en pleurs. Il n'aime même pas les montagnes, a-t-elle sangloté. Il a juste vu des signes de dollars.
Il a calculé la valeur de ta propriété et a parlé de la façon dont nous pourrions la louer sur Airbnb quand nous n'y serions pas. Il n'a jamais été question de notre lieu d'anniversaire. Il a toujours été question d'argent. Elle a révélé des détails encore plus troublants. Marc la poussait à interroger nos parents sur leur testament, lui suggérant de s'assurer qu'elle obtenait sa juste part. Il avait fait des tableurs d'actifs familiaux et avait des plans pour exploiter les relations à des fins financières. La cabane n'était que la première étape d'un plan plus vaste visant à accumuler les biens de la famille. Mes parents étaient dévastés. Ils avaient payé la majeure partie du mariage, croyant soutenir le bonheur de leur fille. Ils se rendaient compte maintenant qu'ils avaient financé le spectacle d'un escroc. Mon père l'a particulièrement mal pris. Il s'était toujours enorgueilli d'avoir un bon jugement et se sentait humilié d'avoir été dupé. Emma, toujours l'enquêtrice, a découvert que Marc avait d'importantes dettes qu'il n'avait pas divulguées à Sophia. Des prêts étudiants en droit, des dettes de cartes de crédit et une entreprise commerciale ratée l'avaient laissé désespéré. Le stratagème de la cabane n'était pas seulement de la cupidité. C'était du désespoir déguisé en sentiment de droit. Sophia est retournée vivre chez nos parents. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, mais je soupçonne qu'elle savait déjà que le mariage était terminé. Marc a essayé de sauver la situation en suggérant une thérapie de couple, mais Sophia avait finalement percé à jour sa manipulation. Il n'arrêtait pas de dire que tu étais l'égoïste, m'a-t-elle dit. Mais tu n'as jamais rien demandé à personne. Tu as juste travaillé et économisé et construit ta propre vie. C'est lui qui se sent en droit de profiter des réalisations de tout le monde. Mise à jour 5. 6 mois plus tard, la vraie conversation. 6 mois se sont écoulés depuis le mariage qui a failli ne pas avoir lieu, et le paysage de notre famille a complètement changé. Sophia et Marc sont en instance de divorce. C'est compliqué. Marc a essayé de faire valoir qu'il devrait être indemnisé pour le travail émotionnel de la planification d'un mariage et les opportunités de carrière qu'il avait sacrifiées en épousant notre famille dysfonctionnelle. Ses tentatives de revendiquer des actifs d'un mariage qui a duré moins de 6 mois seraient risibles si elles n'étaient pas si pathétiques. Mais la véritable transformation s'est produite dans ma relation avec Sophia. Après avoir quitté Marc, elle a commencé une thérapie individuelle, pas une thérapie de couple. Sa thérapeute l'a aidé à réaliser que la culture de compétition constante de notre famille avait déformé son estime de soi. Elle ne pouvait s'évaluer qu'à travers les réalisations et les comparaisons. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café dans un lieu neutre, ni la cabane, ni la maison de nos parents, juste un café tranquille en centre-ville. C'était la première conversation honnête que nous avions eue depuis des années, peut-être même jamais. Je t'ai détesté pendant si longtemps, a-t-elle admis, serrant sa tasse dans ses mains. Pas de la vraie haine, mais ce ressentiment brûlant. Tu sais ce qui était le pire? Tu n'as même jamais su que nous étions en compétition. Elle avait raison. Je ne nous avais jamais considérés comme des concurrentes. J'essayais juste de survivre, de trouver mon propre chemin. Pendant qu'elle collectionnait les réalisations comme des trophées, j'essayais juste de construire une vie qui me semblait authentique. Maman et papa nous ont toujours comparés, a-t-elle continué. Mais c'était subtil. Sophia a eu des A partout, mais Lucas est si créatif. Lucas n'est peut-être pas scolaire, mais Sophia a parfois des difficultés sociales. Il pensait être équilibré, mais il nous montait l'une contre l'autre. Nous avons parlé de notre enfance, en la voyant à travers un nouveau regard. Chacune de ces réalisations avait été éclipsée par la question de savoir si c'était suffisant pour rester en tête. Chacune de mes difficultés avait été amortie par le fait de ne pas participer du tout à la course. Elle s'était épuisée sur un tapis roulant alors que je m'étais égaré pour trouver mon propre chemin. L'histoire de la cabane, a-t-elle dit, fixant son café. Ce n'était pas vraiment une question de cabane. Il s'agissait de gagner. D'avoir enfin quelque chose de plus grand que toi. Marc a alimenté cela, m'a fait croire que je le méritais, que le prendre était juste, mais c'était juste moi qui essayais de prouver que j'étais la plus performante. Je lui ai demandé ce que le succès signifiait pour elle maintenant. Elle a ri, mais c'était amer. Je ne sais pas. J'ai 25 ans, je divorce, je vis chez mes parents et je suis en thérapie. Selon mes anciennes normes, je suis un échec total. Mais je suis aussi soulagé, comme si je pouvais enfin arrêter de courir. Nous avons commencé à nous rencontrer chaque semaine, pas pour nous réconcilier exactement, mais pour reconstruire. Nous devions apprendre à être sœurs sans la compétition, sans les rôles que notre famille nous avait assignés. Ce n'était pas facile.
il y a eu des séances où de vieux ressentiments ont refait surface, où elle m'a accusé d'avoir eu la vie facile, où j'ai souligné qu'être étiqueté comme la déception de la famille n'était pas exactement une promenade de santé. Emma se joignait parfois à nous, apportant une perspective en tant que personne qui nous aimait toutes les deux mais qui avait clairement vu notre dysfonctionnement. Vos parents avaient de bonnes intentions, a-t-elle dit lors d'une discussion particulièrement intense. Mais ils vous ont élevés comme des chevaux de course, pas comme des humains. Tout était question de performance, de réussite, de comparaison. Aucune de vous n'a appris à simplement exister sans se mesurer à quelque chose. Elle avait raison. Sophia n'avait jamais appris à s'évaluer en dehors des réalisations. Je n'avais jamais appris à réussir sans peur de l'échec. Nous étions les deux faces d'une même pièce endommagée. Dernière mise à jour. Trouver la paix. Au moment où j'écris ces lignes, cela fait 1 an depuis l'annonce des fiançailles de Sophia qui a lancé toute cette saga. La cabane est toujours là, inchangée par les plans de rénovation ou les projets immobiliers, mais tout le reste s'est transformé. Sophia reconstruit véritablement sa vie. Elle est toujours en thérapie, travaillant sur des années de perfectionnisme et de recherche de validation externe. Elle a trouvé un emploi dans une association à but non lucratif, moins bien rémunéré que son poste précédent dans une entreprise, mais plus épanouissant. Elle a des rendez-vous occasionnels, mais dit qu'elle a besoin d'apprendre à être seule avant de pouvoir être avec quelqu'un d'autre de manière saine. Le divorce avec Marc a été finalisé le mois dernier. Il n'a rien obtenu, sauf la leçon que toutes les familles ne sont pas une cible facile. Nos parents ont fait leur propre introspection. Ils ont reconnu leur rôle dans la création de la dynamique de compétition entre nous. Ma mère a particulièrement lutté avec la réalisation que ces encouragements prenaient souvent la forme de comparaison. Ils essaient de changer, même si les habitudes ont la vie dure. La semaine dernière, ma mère a commencé à dire « Sophia se débrouille si bien dans son nouveau travail. Peut-être que tu devrais, avant de se reprendre et de changer de direction. » Emma est devenue la thérapeute familiale officieuse, dénonçant les dysfonctionnements quand elle les voit et refusant de nous laisser retomber dans de vieux schémas. Elle plaisante en disant qu'elle devrait nous facturer ses services, mais je sais qu'elle est juste soulagée de voir ses cousines enfin se comporter comme une famille au lieu de rivales. Quant à la cabane, elle est devenue quelque chose d'inattendu, un terrain neutre. Sophia a visité le mois dernier pour la première fois depuis que tout a explosé. Elle s'est tenue sur la terrasse en regardant la vue et a dit « C'est vraiment magnifique. Je comprends pourquoi tu l'aimes. Tu es la bienvenue pour visiter, ai-je dit, le pensant en tant qu'invité, en tant que ma sœur. » Elle a souri, et pour la première fois depuis des années, cela a atteint ses yeux. J'aimerais ça, mais peut-être pas encore. J'ai besoin de comprendre qui je suis quand je n'essaie pas de te prendre des choses. Nous prévoyons une réunion de famille à la cabane pour Thanksgiving. Pas une prise de contrôle, pas une compétition, juste une famille partageant un espace et un repas. Mes parents viendront, Emma amènera son partenaire et Sophia viendra seule, mais pas seule au monde. Nous allons probablement lutter contre de vieilles dynamiques et devoir consciemment choisir de nouveaux schémas. Mais nous essayons. La cabane qui a failli être volée est devenue le symbole de quelque chose d'autre, des limites maintenues, des vérités révélées et des relations reconstruites sur l'honnêteté plutôt que sur la performance. C'est toujours mon sanctuaire, ma réussite, mon espace. Mais maintenant, c'est aussi un rappel que protéger ce qui est à vous ne signifie pas que vous ne pouvez pas le partager librement quand le moment et les circonstances sont opportuns. Sophia m'a envoyé un texto hier. C'était une annonce pour un petit condo qu'elle envisage d'acheter. Mon propre endroit, a-t-elle écrit. Plus petit que ta cabane, mais à moi. Pas de plan, pas de manipulation, juste économiser et travailler. Ça fait du bien. J'ai répondu, je suis fier de toi. Et je le pensais. Elle a répondu, je suis fier de moi aussi. Et Lucas, je suis fier de toi de nous avoir tenu tête. À moi. Si tu m'avais laissé prendre la cabane, nous ne serions jamais arrivés là. Elle a raison. Parfois, la meilleure chose que vous pouvez faire pour quelqu'un que vous aimez est de refuser d'encourager ses pires impulsions. Parfois, protéger vos limites sauve plus que simplement vos biens. Cela sauve vos relations, les forçant à se transformer ou à révéler leur vraie nature. La cabane se dresse toujours sur ses 5 acres, inchangée par de grands projets de rénovation. Mais tout autour d'elle, chaque relation, chaque dynamique familiale, chaque compréhension du succès et de l'échec a été rénovée de fond en comble. Et contrairement aux améliorations proposées par Marc, ces changements ont en réalité augmenté la valeur de ce qui compte le plus. En y repensant,
j'ai réalisé que tout cela n'a jamais vraiment été une question de cabane. Il s'agissait de deux frères et sœurs élevés pour rivaliser au lieu de se connecter, essayant de trouver leur valeur à travers la comparaison plutôt que l'introspection. Il a fallu un stratagème, une exposition, une dissolution du mariage et des mois de thérapie pour briser le schéma. Mais nous l'avons brisé. À tous ceux qui sont confrontés à des dynamiques familiales similaires, sachez ceci, maintenir vos limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non. Et parfois, une crise qui semble vouloir tout déchirer est en réalité le catalyseur pour reconstruire quelque chose de plus sain. La cabane reste mon sanctuaire. Mais maintenant, au lieu d'être un symbole de ce que j'ai accompli malgré ma famille, elle est devenue un symbole de ce que nous avons accompli en tant que famille, la capacité de changer, de grandir et de nous aimer en tant qu'individus plutôt qu'en tant que concurrents dans une course que personne d'entre nous n'avait besoin de courir. Sophia et moi ne sommes pas des sœurs parfaites maintenant. Nous avons encore des moments de tension, de vieux ressentiments qui font surface et des schémas auxquels nous devons consciemment résister. Mais nous sommes vrais l'une envers l'autre d'une manière que nous n'avions jamais été auparavant. La performance est terminée, la compétition a pris fin, et ce qui reste, c'est juste nous, imparfaites, travaillant sur nous-mêmes, mais enfin libérés du besoin épuisant de mesurer notre valeur l'une par rapport à l'autre. Cela vaut plus que n'importe quelle cabane ne pourrait jamais l'être.